Séance 8, l'Union des républiques socialistes soviétiques de Lénine à Staline. La doctrine marxiste-léniniste contient les germes du totalitarisme. À partir de la révolution de 1917, l'application concrète de cette doctrine dans des conditions extrêmes l'a conduit à accentuer encore ses traits autoritaires. Certains historiens parlent de court XXe siècle en se basant sur les dates de l'existence de l'Union des républiques socialistes soviétiques, 1917 à 1991, ce qui montre bien l'importance idéologique qu'a pu prendre ce régime politique. De la Grande Guerre à l'éclatement du Second conflit mondial, peu de pays vont connaître une telle transformation. De pays aux structures économiques archaïques et dominées par l'autocratie du tsar, la Russie devient un pays moderne. Cette modernisation dont le coût social fait encore débat est le fruit de ce régime totalitaire. Comment un parti minoritaire s'impose-t-il à la société russe et forge-t-il un modèle politique marqué par la guerre permanente ? Première partie, les germes du totalitarisme, le léninisme. Première sous-partie, grand A, les fondements marxistes. Depuis le XIXe siècle, la vision marxiste pense que la paupérisation du prolétariat prépare la révolution inévitable qui débouchera sur la création d'une société nouvelle, la société sans classe qui signifiera la fin de l'histoire puisque l'homme, transformé, travaillera spontanément et qu'il sera alors possible de mettre en application la doctrine communiste, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. La démocratie libérale est, pour les communistes, une mystification. Elle prétend accorder des droits qui, en l'absence d'égalité réelle, demeurent purement formels. Elle prétend également être la fin de l'histoire, constituer un optimum en termes de dévolution du pouvoir et de régulation sociale. La démocratie se veut soustraite à toute critique et revendique un fondement universel. Or Marx, dans l'idéologie allemande et dans la question juive, attaque cette prétention à l'universalité, en montrant bien au contraire que les droits de l'homme ne sont autres que les droits de l'homme bourgeois. La révolution de 1917 a érigé les écrits de Marx et de Lénine en dogme. Dès lors, la distinction entre droit formel et droit réel devient la pierre angulaire d'un discours de rejet résolu de la démocratie bourgeoise. L'État dont le rôle historique était de maintenir par la coercition la prépondérance de la classe dominante sur les groupes dominés s'éteindra dès lors spontanément. Le socialisme scientifique de Marx débouche ainsi sur la description utopique d'une société idéale. Mais sur le passage de la société bourgeoise à la société sans classe, Marx est extrêmement vague, il indique simplement qu'elle impliquera provisoirement une dictature du prolétariat. Deuxième sous-partie, grand B, le léninisme. C'est à développer ce maillon faible de la théorie marxiste que Lénine se consacre, dans un livre paru en 1917, L'État et la Révolution. Il explique la nécessité après la Révolution, du renforcement de l'État, mis cette fois au service du prolétariat afin de briser le capitalisme. Durant cette phase, il n'y aura ni liberté, ni justice impartiale, ni justice sociale, puisqu'il s'agit d'une lutte contre la résistance du capitalisme. C'est donc une période d'autoritarisme qui s'instaure, provisoirement, mais sans que sa durée soit précisée. Toutefois, celle-ci s'annonce longue puisque le passage au communisme ne peut se faire qu'une fois l'homme transformé. Marx n'avait pas non plus décrit le processus par lequel le prolétariat prendrait en main l'État. Or, Lénine a proposé, dès 1902, dans son ouvrage Que faire ? Une réponse à ce problème. Mettant en doute la capacité révolutionnaire des masses, il avait préconisé la constitution d'un parti de professionnels de la Révolution, d'une organisation clandestine, fondée sur le choix rigoureux des membres, le secret absolu, l'obéissance totale au chef désigné par l'élection, cette minorité résolue devant agir au nom du prolétariat. C'est sur ce modèle qu'à partir de 1903, Lénine organise la fraction, puis le parti bolchevique. Le léninisme apparaît comme une doctrine de la prise du pouvoir aboutissant à un modèle autoritaire provisoire d'un type nouveau, fondé sur la dictature exercée par une minorité au nom des masses.
Ce modèle autoritaire revêt 3 caractères neufs: l'objectif de transformation de la nature humaine pour créer un homme nouveau, l'utilisation de tous les moyens de coercition politique et économique que permet la dictature, un instrument, le parti élite constitué d'une minorité animée d'une conscience supérieure à celle des masses et au service d'une idéologie qu'elle entend imposer par tous les moyens. Cette volonté d'efficience et l'ambition poursuivie de transformer l'être humain contiennent ainsi en germe le totalitarisme. Deuxième partie, la concrétisation du léninisme en Russie. Première sous-partie, grand A, la prise de pouvoir par les bolcheviks. La révolution de février 1917 est l'aboutissement d'émeutes contre les pénuries. Le tsar Nicolas II abdique surprenant tout le monde. Le pouvoir apparaît alors divisé entre le Soviet de Petrograd, un conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats, et la Douma, l'assemblée créée en 1905 et dominée par les constitutionnels démocrates, KD. Un gouvernement provisoire se met en place dominé par les KD et leur programme est simple: maintenir l'effort de guerre et préparer les lendemains avec une assemblée constituante. Depuis la révolution de février 1917, Lénine, exilé en Suisse, puis de retour en Russie, n'a cessé de préconiser la lutte contre le pouvoir provisoire instauré à Petrograd. Et, pour y parvenir à l'évincer, il met en avant les thèmes susceptibles de lui gagner l'opinion russe: conclusion d'une paix immédiate, promesse de partage des terres, remise de la réalité du pouvoir aux soviets. Les socialistes de diverses tendances, socio-révolutionnaires et mencheviques, entrent à la Douma et au gouvernement provisoire. L'agitation gagne les ouvriers, les paysans, l'armée mais aussi les diverses nationalités de l'Empire. Durant l'été, les tensions s'accentuent entre le gouvernement provisoire et la population, surtout que 2 millions de déserteurs font leur retour. Petit à petit, les soviets s'imposent comme la seule autorité reconnue plus ou moins sous le contrôle des bolcheviks. Trotsky se fait élire président du soviet de Petrograd. Le parti bolchevique est alors divisé entre les partisans d'une insurrection comme Lénine et les partisans de la voie légale comme Kamenev et Zinoviev. Lénine parvient à convaincre le comité central bolchevique et aidé de Trotsky, déclenche la seconde révolution. Mais la révolution d'octobre 1917 n'a rien de ce vaste mouvement populaire que la légende retient et que le film d'Eisenstein Octobre a immortalisé. La prise du pouvoir, ratifiée le 25 octobre par le Congrès pan-russe des Soviets, s'est opérée la nuit précédente, sous l'action des révolutionnaires professionnels encadrant les milices du parti bolchevique organisées par Trotsky, avec la prise du palais, divers sièges de la Douma et l'arrestation du gouvernement provisoire. Deuxième sous-partie, grand B, la mise en place de l'État bolchevique et le communisme de guerre. Le premier geste du gouvernement est le décret sur la paix du 26 octobre 1917 qui invite les belligérants à une paix blanche. Les alliés de la Russie refusent et celle-ci négocie une paix séparée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. La paix de Brest-Litovsk du 3 mars 1918 met fin aux hostilités côté russe au prix d'importantes pertes territoriales et économiques. Puis le gouvernement des commissaires du peuple adopte un décret sur la terre abolissant la propriété foncière et entraînant un partage contrôlé par les comités paysans, un décret sur les nationalités par le droit à l'autodétermination. L'économie est étatisée et nationalisée. De la même manière, la bolchevisation politique se poursuit. En janvier 1918, l'Assemblée constituante, élue au suffrage universel en décembre 1917, dominée par les socialistes révolutionnaires et non les bolcheviks, est dissoute dès sa première réunion. La mise en œuvre de la dictature du prolétariat décrite par Lénine s'opère, dans le contexte de guerre civile, par l'instauration de la terreur qui instaure un État totalitaire. Terreur politique avec la suspension de la liberté de la presse, de la liberté de réunion, de la liberté d'organisation, tous les partis à l'exception du parti bolchevique sont dissous. La répression organisée par la Tchéka, la police politique créée en décembre 1917, s'abat sur les cadres de l'ancien régime et sur les opposants aux pratiques bolcheviques. Instrument de cette terreur politique, le goulag organisé sur le modèle des camps de travail tsaristes, établit un réseau de camps de travail aux conditions extrêmement rudes.
Terreur économique, enfin, contre la bourgeoisie industrielle et agraire qui est expropriée, des comités de paysans pauvres et des « phalanges de fer » constituées d'ouvriers, étant envoyés dans les campagnes pour briser la résistance des paysans, cependant que les entreprises de plus de 10 ouvriers sont nationalisées. Il faut également lutter contre les armées contre-révolutionnaires en créant en janvier 1918 l'Armée rouge. La question est de savoir aussi si le modèle russe peut s'étendre au reste du monde. Entre 1917 et 1919, les bolcheviks comptent sur la diffusion spontanée du mouvement révolutionnaire en Europe, pour assurer la victoire de leurs idées. Mais l'année 1919 voit ces attentes déçues. L'écrasement du mouvement spartakiste en Allemagne, l'échec de la révolution de Béla Khan en Hongrie, la répression relativement aisée des grèves en France, en Angleterre et en Italie montrent que la révolution ne se produira pas d'elle-même. D'où la volonté d'organisation et d'encadrement des mouvements révolutionnaires, à quoi répond la création, à Moscou en mars 1919, de la Troisième Internationale, ou Comintern, Internationale communiste. Il s'agit de mettre fin à la Deuxième Internationale, dont de nombreux socialistes admettent qu'elle a fait faillite en 1914 et que beaucoup songent à remplacer par une internationale socialiste reconstruite. En mars 1918, lors du 8e congrès, le parti bolchevique devient le Parti communiste, parti hégémonique à qui la Constitution de juillet 1918 attribue la direction de l'État alors même que son implantation dans la société est faible, 1 million d'adhérents en 1929, surtout des Russes et des urbains. Troisième sous-parti, grand C, la NEP, une pause dans les réformes. C'est un pays très éprouvé qui sort de la guerre civile, après 8 années de guerre, la société est traumatisée. Crise démographique, émigration massive, dépopulation urbaine, révolte. En 1921, Lénine lance la nouvelle politique économique pour donner aux paysans la liberté de produire et commercer et autoriser la petite entreprise privée. Cette mesure divise au sein même du Parti communiste entre Boukharine, Zinoviev et Kamenev contre Trotsky. Dès l'époque du communisme de guerre, l'appareil répressif est en place et contribue à frapper tous les adversaires des bolcheviks, socialistes révolutionnaires, mencheviks, anarchistes. Le parti au pouvoir devient ainsi, dans les faits, le parti unique dès 1920 à 1921. Or ce parti est parcouru de tendances diverses dont certaines critiquent la ligne léniniste. En 1921, Lénine réduit au silence ses oppositions internes et fait décider l'interdiction des tendances. Le parti bolchevique devient alors une organisation totalement monolithique. Il est alors épuré de 20% de ses membres pour en faire un parti à majorité ouvrière. Les années de la NEP voient le règlement de la question des nationalités. Durant les années 1920 à 1922, le problème des nationalités a été résolu par la conclusion d'alliances bilatérales, économiques et militaires, liant la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, RSFSR, à chacune des républiques, comme des États souverains. Les nationalités semblent ainsi traitées sur un pied d'égalité avec la Russie, mais cette apparence est démentie par la création de commissariats communs à l'ensemble des républiques soviétiques, qui jouent un rôle centralisateur. Sur la manière de passer de l'alliance à l'union, Staline est partisan de la centralisation et souhaite que les institutions de la République russe deviennent celles de l'Union. Lénine, au contraire, veut lutter à la fois contre le chauvinisme grand-russien et contre les particularismes nationaux, mais c'est par l'éducation et non par la contrainte qu'il entend vaincre ces derniers. Il préconise la création d'institutions fédérales distinctes de celles de la Russie. En décembre 1922, est créée l'Union des républiques socialistes soviétiques, Union des républiques socialistes soviétiques, rassemblant 4 républiques, RSFSR, Ukraine, Biélorussie, Transcaucasie. Derrière les apparences, c'est le principe d'unité souhaité par Staline qui l'emporte, on est citoyen soviétique avant d'être ukrainien. Les républiques adoptent en 1924 une constitution commune. Les questions essentielles, affaires étrangères, guerre et marine, commerce extérieur, voies de communication, postes, sont du ressort de l'Union.
Lorsqu'en 1921 Lénine institue la NEP, il met également en place l'institution qui doit permettre de reprendre sur des bases statistiques plus solides l'étatisation de l'économie, la commission du plan, le Gosplan, à laquelle il assigne les objectifs suivants: assurer le décollage économique de la Russie, fournir les moyens de l'indépendance économique par rapport au capitalisme, réaliser le socialisme dans un État économiquement avancé. Dans les années qui suivent, le Gosplan fixe à la fois les priorités, la création d'une industrie lourde, le moyen, un plan autoritaire, et les procédures de financement, un appel aux capitaux occidentaux, accompagné d'un prélèvement sur l'agriculture, principale activité économique du pays. Sous la NEP, la société russe renaît, des formes d'enrichissement apparaissent comme les népémènes, ces commerçants enrichis, l'artisanat retrouve droit de cité, la production agricole reprend mais la reprise industrielle est plus limitée du fait des grèves. Les droits des femmes progressent avec le droit à l'avortement mais aussi la reconnaissance des minorités sexuelles. Un vent de liberté artistique souffle favorisant les arts et les innovations culturelles diverses. L'alphabétisation progresse. Quatrième sous-partie, grand D, la succession de Lénine. La question de la succession de Lénine se pose dès 1922 quand il est frappé par une attaque d'hémiplégie. Jusqu'en mars 1923 où la maladie le prive de tout moyen d'expression, il dicte des notes qui constituent ce qu'on appelle son « testament ». Celui-ci n'est connu publiquement qu'après la mort de Staline qui l'a tenu caché car ce document lui était hostile. Lénine s'y inquiète des tensions à l'intérieur du parti, notamment entre Staline et Trotsky. Il conseille de ne pas laisser Staline au poste de secrétaire général, car il a concentré entre ses mains un immense pouvoir et il n'est pas sûr qu'il sache en user avec prudence, car c'est un homme brutal. Et Lénine conseille de le remplacer par quelqu'un de plus tolérant, de plus attentif, plus poli et de moins capricieux. Lénine meurt en janvier 1924. Staline, qui se présente comme le successeur de Lénine, trouve d'abord l'appui de deux des compagnons de celui-ci, Zinoviev et Kamenev, constitue avec eux la « Troïka ». Trotsky perd ses responsabilités gouvernementales et militaires dès 1925. Staline développant sa théorie du « socialisme dans un seul pays » et semblant vouloir perpétuer la NEP pour une longue période, Zinoviev et Kamenev rompent avec lui et se rapprochent de Trotsky. Face à la gauche du parti unifié, Staline dispose de deux atouts: l'appui de la « droite » du parti, favorable à ses thèses, et surtout la maîtrise de la hiérarchie des secrétaires communistes. Au 14e congrès du parti, décembre 1925, Staline fait massivement approuver ce idée, ses partisans entrent en force au bureau politique. Trotsky perd ses responsabilités dans le parti, dont il est exclu en novembre 1927 avant d'être déporté à Alma-Ata, puis exilé en 1929. Il est assassiné au Mexique en 1940 par un agent de la GPU. À peine l'a-t-il emporté sur Trotsky et la gauche que Staline décide d'abandonner la NEP. En 1928 à 1929, au nom de ses nouveaux objectifs, il s'attaque à la « droite » du parti, l'oblige à s'incliner, cependant que son principal inspirateur, Boukharine, est exclu du bureau politique. Ayant vaincu politiquement ses principaux concurrents, Staline est désormais le maître du pouvoir. Dès le début des années 1920, le totalitarisme est donc en place en Union soviétique. Il succède quasiment sans transition à l'autoritarisme tsariste, aucune expérience de démocratie libérale n'ayant pu voir le jour durant les quelques mois qui ont suivi la chute du tsar. De même, les germes de libéralisme économique qui existaient dans l'ancienne Russie se trouvent-ils mis en cause par les nationalisations du communisme de guerre. On est ici en présence d'un État qui s'efforce de modeler l'immense Russie sur les principes de l'idéologie marxiste. Afin d'y parvenir, un large usage est fait, au nom du principe de la dictature du prolétariat, de la contrainte et des moyens de coercition politique et économique que donne la direction de l'État. Enfin, l'instrument de la transformation réside dans les cadres du parti bolchevique, c'est-à-dire une minorité qui gouverne au nom du prolétariat dont elle s'affirme, l'avant-garde consciente, en excluant toute organisation rivale.
Pays sans tradition culturelle libérale et dont les structures se prêtent mal à l'instauration d'une démocratie, la Russie passe donc d'une dictature autoritaire archaïque à une dictature totalitaire qui se veut moderne. Troisième partie, le grand tournant, stalinien et la stalinisation de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Première sous-partie, grand A, la modernisation forcée de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Petit 1, la planification comme moyen de devenir une grande puissance. À partir de 1928, Staline considère que la NEP ne correspond plus aux besoins du pays, la production de céréales est insuffisante pour le ravitaillement et l'agriculture ne fournit pas les moyens nécessaires à un développement industriel assez rapide considéré comme indispensable pour rattraper, puis dépasser le niveau des pays capitalistes, condition de survie du régime soviétique et moyen d'encourager les ouvriers des nations capitalistes à faire leur révolution. À l'unanimité, les dirigeants soviétiques jugent la planification nécessaire pour rationaliser et améliorer la production nationale. Lénine lui-même a préparé la voie. Les économistes du Gosplan définissent des priorités et proposent des chiffres repères à atteindre, les normes. Mais les décisions finales sont prises par l'autorité centrale, le Politburo qui détermine les buts à atteindre et les moyens à employer. Tous les plans donnent la priorité à l'investissement sur la consommation, à l'équipement collectif sur le bien-être individuel. Établis pour 5 ans, ils sont financés par un prélèvement sur les revenus du monde rural et sur la consommation, qui sont ainsi sacrifiés au bénéfice du développement de l'industrie lourde. En pratique, des obstacles s'opposent à la réussite des plans. En effet, les choix faits par des hommes politiques peu au courant des réalités économiques et sociales sont parfois mal adaptés. Ainsi, des millions de tonnes de produits de première nécessité restent sur les voies ferrées faute de crédit suffisant accordé au transport, une usine de tissage doit s'arrêter, faute de boulons. Le retard technique, le manque d'ingénieurs explique aussi les difficultés rencontrées. L'obligation de respecter les normes pousse enfin à rechercher plus la quantité que la qualité. Petit 2, une collectivisation des campagnes. La collectivisation des campagnes ne fait pas l'unanimité. Certains la jugent nécessaire car ils y voient un moyen de faciliter la collecte des céréales pour assurer le ravitaillement des villes et de rapprocher le travail paysan du travail ouvrier. Ils veulent mécaniser l'agriculture pour accroître les rendements et la production, donc dégager des surplus commercialisables pour financer l'industrialisation. En revanche, la droite du parti, avec Boukharine, voit dans la collectivisation le risque de couper le monde paysan du monde ouvrier et redoute que le régime, acculé à la défensive par l'opposition paysanne, ne s'oriente dans la voie d'une dictature policière et du développement de la bureaucratie. Les économistes du Gosplan optent pour une entrée graduelle des paysans dans les entreprises d'État tout en conseillant la prudence. Mais la décision de Staline est prise. Le premier plan quinquennal, 1928 à 1932, a un double objectif, supprimer le secteur privé et développer les productions économiques de base. Staline décide une collectivisation des campagnes brutales et destructrices, la propriété privée est abolie, les terres et les moyens de production des paysans sont regroupés dans les kolkhozes ou dans des sovkhozes. La collectivisation des campagnes s'avère une entreprise difficile. La résistance est considérable, plutôt que d'abandonner leurs biens à l'État, les paysans incendient les récoltes et abattent leurs troupeaux, 1930 à 1932. Certaines régions sont en proie à de véritables soulèvements armés. À partir de juin 1929, on emploie alors la violence, amendes et déportations. À la fin de l'année 1929, 21,6% des foyers paysans sont entrés dans les exploitations collectives. Staline annonce alors que la collectivisation va être générale et que tout opposant doit être considéré comme un koulak, paysan aisé, ou un allié des koulaks, groupe social qu'il faut liquider, en tant que classe. Désormais, collectivisation des terres et dékoulakisation sont liées et doivent être réalisées en 3 ans, région par région. Les koulaks dont on confisque les biens sont exclus des kolkhozes, exécutés ou déportés. Plusieurs millions de personnes sont ainsi déportées vers les camps de travail et on estime à 3 ou 4 millions le nombre des morts.
En septembre 1933, la collectivisation touche 84,5% des paysans. La façon brutale dont la collectivisation est réalisée entraîne la résistance des paysans. La désorganisation des campagnes, la faible motivation des paysans, le manque d'outillage et d'engrais entraînent la diminution de la production des céréales, faisant reparaître la famine qui atteint tout le pays en 1932 à 1933. De fait, la terrible famine de 1932 à 1933 ravage les plus riches terres à blé du pays, en particulier l'Ukraine, Holodomor. L'existence de la tragédie est niée à l'étranger, les exportations de blé continuent comme si de rien n'était. De nombreux affamés qui refluent vers les villes sont refoulés par le GPU et renvoyés à la campagne. On dénombre au moins 4 à 5 millions de morts. Le deuxième plan quinquennal, 1933 à 1937, s'efforce de corriger certains défauts du premier plan, le crédit à l'agriculture est augmenté, on recherche davantage la qualité des produits. Les investissements plus importants accordés à l'agriculture doivent permettre de redresser la production après la famine de 1932 à 1933 et d'achever la collectivisation des terres. La propriété socialiste concerne en 1939 près de 99% de la surface cultivée. La forme principale est celle des coopératives, kolkhozes, qui regroupent 93% des exploitations. La collectivisation intégrale est achevée en 1934, mais les dégâts sont énormes et les paysans enrôlés dans les sovkhozes et les kolkhozes continuent à opposer une résistance passive, sous la forme d'une sous-productivité systématique. En 1935, pour parer à cette résistance, Staline accorde à chaque paysan un lopin de terre qu'il peut utiliser librement et dont il peut vendre les produits sur un marché kolkhozien libre. En 1939, ces lopins qui ne représentent que 3% des terres produisent 25% des récoltes, plus de la moitié des fruits et des légumes, et 72% du lait et de la viande. Au terme du plan, les récoltes de grains sont plus importantes, les résultats sont bons pour le coton et le sucre, mais le cheptel est toujours insuffisant et la production générale ne suffit pas aux besoins de la population. Petit 3, l'industrialisation à marche forcée. L'industrialisation est la priorité du premier plan quinquennal. L'industrie lourde, dont le développement est considéré comme prioritaire, se voit réserver 80% des investissements attribués à l'industrie. On lui assigne de tripler sa production. La main-d'œuvre industrielle double pendant le premier plan et atteint presque 23 millions. Mais les nouveaux ouvriers issus du monde rural ne ressentent pas d'attachement pour l'usine, mal alimentés, sous-équipés, sans formation, ce sont plus des manœuvres que des ouvriers qualifiés, ils sont donc peu adaptés à l'effort exigé. Aussi tout un système est-il mis en place pour en obtenir un rendement maximum, discipline rigoureuse, amendes, punitions, livret de travail et passeport intérieur obligatoire pour fixer la main-d'œuvre sur place, primes, augmentation de salaire pour les meilleurs ouvriers. On exalte l'héroïsme du travail par la création, brigade de choc, près d'1,5 million d'ouvriers en font partie en 1929, et on glorifie des héros par la propagande comme Stakhanov. Au début de 1933, la part de l'industrie dans la production nationale est alors passée de 4 à 70%. L'industrie lourde a progressé de 2 à 3 fois. 1500 entreprises ont été créées, parmi les plus importantes, les combinats qui associent des établissements complémentaires, par exemple charbon et fonte du Kouzbas au fer et aux minerais de l'Oural. Mais les industries de consommation ont faiblement progressé et même certaines industries lourdes, charbon et sidérurgie, n'atteignent pas les normes prévues. Les causes en sont le retard technologique, l'insuffisance des moyens de transport, les défauts du plan. Enfin, la crise économique mondiale empêche l'Union des républiques socialistes soviétiques de recourir aux crédits occidentaux. L'effort fourni a cependant été considérable, des villes se créent, comme Magnitogorsk dans l'Oural, des régions de Sibérie s'ouvrent à l'industrie, de sorte que le centre de gravité économique de l'Union des républiques socialistes soviétiques se déplace vers l'Est. Le deuxième plan quinquennal, 1933 à 1937,
pour l'industrie accorde toujours la priorité à l'industrie lourde, mais décide de développer davantage les industries de transformation et de biens de consommation. On cherche à développer la productivité mais les administrations sont incapables de diriger les opérations, de réorganiser les méthodes de travail, aboutissant ainsi au chaos et non à une augmentation de la production. Néanmoins, en 1937, l'Union des républiques socialistes soviétiques est devenue la troisième puissance industrielle du monde, suivant de près l'Allemagne. La production d'acier a triplé lors du deuxième plan, charbon et fonte ont fait de gros progrès, les constructions mécaniques dépassent les prévisions, le retard des transports est en partie comblé par l'extension du réseau ferroviaire et l'achèvement des canaux, canal Staline qui relie la mer Baltique à la mer Blanche, canal Moskva-Volga, première ligne de métro à Moscou. Le gaspillage de ressources et d'énergie est considérable, et beaucoup de travaux sont bâclés ou inachevés. Certains se révèlent inutiles, comme le canal de la mer Blanche, 1930 à 1933, coûteux en vie de bagnard, et qui n'a presque jamais vu circuler de navire. L'efficacité est souvent sacrifiée au grandiose, à la précipitation et à la propagande. Le troisième plan quinquennal, 1938 à 1941, se fixe comme objectif de dépasser les principales puissances capitalistes sur le plan de production par habitant. Le danger hitlérien pousse Staline à consacrer une partie des investissements au réarmement qui devient prioritaire et les fabrications militaires progressent de 300% par an. En 1941, la guerre interrompt l'exécution du plan. Deuxième sous-partie, grand B, le stalinisme. Petit 1, la dictature de Staline. Une nouvelle constitution est adoptée en 1936. Staline considère que la société soviétique ne comporte plus de classe. Suivant les prévisions de Marx et de Lénine, l'État doit alors entrer dans une phase de dépérissement. Or, la Constitution de 1936 le renforce et affirme sa nécessité tant que subsiste l'encerclement capitaliste. La nouvelle Constitution tient compte des nouvelles structures économiques et sociales du pays depuis 1924, collectivisation de l'agriculture, socialisation de l'économie, industrialisation. Elle insiste ostensiblement sur les caractères démocratiques du régime, tels que la disparition des restrictions au droit de vote, l'égalité des langues, les libertés fondamentales, parole, presse, réunion. La dictature du prolétariat est devenue celle du parti. En fait, derrière la façade constitutionnelle, la réalité du pouvoir appartient à Staline qui exerce une dictature sans partage. Il rend le parti docile par des purges successives afin d'éliminer tous ceux qui ont pu ou pourraient émettre des critiques sur sa politique. Petit 2, la terreur politique. Staline confère à la police politique un rôle central dans son système, et n'hésite pas à étendre la terreur policière aux membres du parti et aux dirigeants eux-mêmes. En 1934, est créé le Commissariat du peuple aux affaires intérieures, en abrégé NKVD. Le NKVD, qui n'était à la base qu'un ministère de l'Intérieur, devient par cette adjonction un outil très puissant au service de Staline, qui le contrôle par ses fidèles Yagoda, 1934 à 1936, exécuté en 1938, Iov, 1936 à 1938, exécuté en 1940, et enfin Beria, exécuté en 1953. Le NKVD est responsable de la police, des prisons, des lieux d'exil pour colons spéciaux et des camps de détention. Il est chargé des grandes purges planifiées par Staline et des déportations de masse dans les camps du Goulag. Son rôle est de surveiller, d'arrêter, d'interroger, parfois de torturer ceux qui sont arrêtés pour des motifs souvent dérisoires, parfois inexistants. C'est l'instrument qui plonge toute l'Union des républiques socialistes soviétiques dans une terreur permanente. Le Goulag, abréviation de Direction générale des camps, était l'administration du NKVD responsable des camps de détention et de travail forcé disséminés dans tout le pays, des îles Solovki dans la mer Blanche jusqu'à la fameuse et mortifère Kolyma, en Sibérie extrême-orientale.
Il aurait compté 476 ensembles concentrationnaires entre 1929 et 1953, recouvrant une variété infinie de bagnes spéciaux, d'isolateurs, de camps mobiles ou fixes. Jusqu'à 18 millions de soviétiques sont passés sous ses ordres, certains pour plus de 15 ou 20 ans. Pendant la guerre civile russe, la Tchéka a déjà recours à l'internement des suspects et des ennemis dans des camps. Le 1er juin 1923 est inauguré le bagne des îles Solovki. Il est généralement considéré comme le laboratoire des pratiques clés du goulag stalinien. Pour la première fois, les détenus politiques y sont mélangés aux criminels de droit commun, les ourkis, et la ration y est proportionnelle au travail fourni. Le détenu qui n'accomplit pas sa norme mange moins. Avec le grand tournant de 1929 à 1930, la population carcérale et concentrationnaire explose d'un coup. L'afflux massif de paysans découlakisés et la déportation en camps de travail pour faute professionnelle ou politique fournissent soudain une main-d'œuvre inépuisable pour la construction de grands aménagements ou l'extraction des richesses naturelles. En peu d'années, les camps prolifèrent, leur réseau couvre tout le pays. Le zec ou détenu devient une véritable catégorie sociale à part entière, et le goulag se voit attribuer un rôle économique très important. Le 1er décembre 1934, Sergueï Kirov est abattu à Leningrad par un mécontent. S'il n'a pas organisé lui-même l'attentat comme on l'a longtemps cru, Staline exploite l'événement pour relancer une campagne de terreur. Le soir même, le Politburo promulguait un décret qui supprime toutes les garanties élémentaires de défense et rend sans appel les sentences de mort expéditives des juridictions spéciales du NKVD. L'Union des républiques socialistes soviétiques entre dans une ère de terreur avec une vague de grands procès, les Grandes Purges, entre 1936 et 1938 qui visent non seulement les opposants au régime, mais aussi les bolcheviks. Les principales victimes sont d'anciens compagnons de Lénine comme Zinoviev et Kamenev, des opposants, de droite, comme Boukharine, de hauts fonctionnaires, tels l'ancien chef du GPO. Les accusés connus pour leur fidélité aux idées révolutionnaires s'accusent lors de procès médiatisés de crimes invraisemblables, assassinats, empoisonnement, espionnage pour le compte des puissances capitalistes, trahison. 98 des 139 membres du comité central élus en 1934, 70%, sont exécutés. La purge frappe aussi les militants modestes recrutés avant l'époque de Staline. 80% des recrues de 1920 à 1921 ont disparu. L'intelligentsia elle-même n'est pas épargnée, artistes, hommes de lettres, savants, musiciens. En 1937, c'est le tour des chefs de l'armée rouge, 90% des généraux et 80% colonels. Un très grand nombre d'ambassadeurs perdent leur poste ou disparaissent. Les purgés sont remplacés par une nouvelle génération de cadres qui vouent à Staline un culte sans réserve, la génération de 1937, Khrouchtchev, Beria, Malenkov, Janov, Brejnev, n'a connu que lui et lui doit tout. On peut évaluer à 2 millions le nombre de victimes physiquement liquidées, chiffre auquel il faut ajouter 5 à 8 millions de détenus dans des camps, gérés par le Goulag, branche du NKVD, où le taux de mortalité atteint 10% par an. Cette répression entraîne un affaiblissement des cadres administratifs, politiques et militaires du régime à la veille de la guerre. En outre, la généralisation de la délation fait régner un climat d'angoisse et de suspicion. Petit 3, le culte de la personnalité et la propagande. La dictature de Staline est renforcée par une propagande qui fait de sa personne l'objet d'un véritable culte. Exalter le pays et sa réussite, c'est en même temps glorifier Staline, son chef. Les journalistes et les poètes l'encensent et le considèrent comme un dieu vivant. Un véritable culte de la personnalité, rendu au grand guide, ou encore père des peuples, donne à Staline la possibilité d'affirmer son autorité. Affiches, photos et défilés célèbrent le « génial Staline », le « guide » du prolétariat mondial et de la patrie, l'homme infaillible, juste et bon qui construit le socialisme en Union des républiques socialistes soviétiques pour le bien de tout. Des milliers de rues, de villes, d'institutions et de bâtiments portent son nom, ainsi que le « pic Staline »,
point culminant de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou les prix Staline, équivalent soviétique du prix Nobel. Son nom est cité des milliers de fois par jour dans les médias, les discours, les écoles. Son visage est sur tous les murs. Ses portraits géants et ses statues parsèment le paysage urbain. Staline s'appuie sur une déification de Lénine, dont il prétend n'être que le meilleur ami et disciple. La fonction de son culte est justement d'asseoir sa légitimité historiquement discutable, et de justifier son pouvoir personnel absolu, conquis peu à peu sur ses adversaires et sur ses propres collègues. Au moins jusqu'à la guerre, le culte de Staline est beaucoup moins bien reçu dans les campagnes, décimées par la découlakisation, que dans les villes. Il est particulièrement fort dans la jeunesse, qui n'a connu que lui, ou dans la nomenclatura, qui lui doit tout, promu de la génération de 1937, en tête. Troisième sous-partie, grand C, une société embrigadée et contrôlée. Petit 1, terreur sociale, propagande et embrigadement. Les soviétiques sont étroitement encadrés et embrigadés de la naissance à la mort, et soumis à une propagande de masse omniprésente et permanente. Presse, radio, théâtre, livres, cinéma, affiches, monuments ou institutions diffusent les mêmes mots d'ordre, glorifient uniformément le régime, ses réalisations et ses chefs, enfin stigmatisent pareillement ses ennemis désignés. La jeunesse est enrôlée dans le komsomol. Le discours officiel devient la grille de lecture obligatoire du réel, dont il masque aussi tous les aspects gênants. Le culte obsessionnel du secret et le travestissement de la réalité laissent les masses dans l'ignorance de ces derniers. Les visiteurs étrangers sont habilement pris en main par l'intouriste, qui parvient souvent à leur cacher les faces sombres du réel soviétique et à ne leur en montrer que les succès. En 1932, le régime parvient ainsi à faire visiter Kiev et l'Ukraine affamée au président du Conseil français Édouard Herriot sans que celui-ci ne remarque rien. Peu nombreux sont les communistes ou les compagnons de route lucides qui osent avouer à leur retour leurs doutes et leurs déceptions, à l'image d'André Gide, Retour de l'U.R.SS, 1936. Ne se limitant nullement aux dirigeants, la terreur s'abat sur toute la société. Le 2 juillet 1937, des quotas fixent le nombre de suspects à fusiller ou à déporter. Les responsables locaux, eux-mêmes menacés, rivalisent de zèle pour dépasser ces chiffres, d'où une surenchère sanglante et une inflation rapide des condamnations. Des 260 000 initialement prévus, on passe vite ainsi à plus de 400 000 arrestations. Régime de terreur de masse imprévisible, le stalinisme met potentiellement chaque citoyen en danger d'être arrêté, déporté ou fusillé sous n'importe quel prétexte. D'où sa popularité problématique, mais aussi, les limites que le totalitarisme rencontre dans sa volonté d'embrigader les populations et de remodeler les esprits. L'adhésion enthousiaste d'une partie de la société n'est cependant pas qu'une illusion ou qu'un produit de la propagande. La sortie rapide et spectaculaire de l'arriération ancestrale, les exploits des stakhanovistes et des kolkhosiens d'élite, la foi communiste, la communion dans le culte de Staline ont joué un grand rôle. Enfin, le régime a servi d'ascenseur social pour bien des privilégiés. À partir de 1933 à 1934, les grandes révoltes ouvrières et paysannes appartiennent au passé, mais les refus se poursuivent sous des formes de résistance passive ou de sous-productivité. Le maintien de multiples pratiques déviantes démontre aussi l'échec du pouvoir à imposer la pensée officielle et à contrôler la situation. Par exemple, la prégnance de l'antisémitisme, celle de l'alcoolisme, du marché noir, de la mendicité, de la criminalité, du chapardage ou encore les multiples violences et incivilités qu'ils baptisent du nom d'hooliganisme. La propagande officielle est souvent tournée en dérision. Petit 2, une société sans classe ? La société soviétique se veut une société sans classe. La disparition des koulaks et des népémènes en tant que classe a-t-elle abouti à ce résultat? Un certain nombre de mesures visent à égaliser la société, le développement de l'instruction gratuite et obligatoire, la suppression de la propriété privée, l'abolition de l'héritage. Mais les inégalités persistent.
Par exemple, dans le domaine des salaires, l'éventail est assez large, le salaire d'un contremaître est 4 fois plus élevé que celui d'un manœuvre, celui de l'ingénieur 10 fois, celui du directeur d'usine jusqu'à 20 fois. Il est vrai que ces écarts de revenus sont atténués par le fait que les impôts, les prix des loyers et des repas varient en fonction du salaire. En réalité, les principales distinctions entre les citoyens soviétiques reposent entièrement sur leur mode de vie, c'est-à-dire sur le rôle qui leur est assigné dans l'économie. La paysannerie subit le poids des contraintes collectives. On reproche aux paysans d'étendre leur lopin de terre individuel au détriment des terres kolkhosiennes et d'y consacrer trop de temps. Aussi renforce-t-on la surveillance. La féminisation est très développée. Les femmes, les kolkhosiennes, à qui sont attribuées des responsabilités, un kolkhoz sur 5 a une femme pour président, sont souvent à l'avant-garde. Les femmes travaillent dans l'industrie, leur part entre 1929 et 1939 passe de 28 à 41%, ce qui leur apporte un surcroît de revenus au foyer. Le salaire moyen des ouvriers a doublé entre 1933 et 1937. On pourrait en déduire que le sort des ouvriers est meilleur, mais, pendant le même temps, le prix de la viande, du sucre, du lait, a triplé ou quadruplé. Les logements sont rares, le mobilier misérable, il n'y a même pas de lit pour tous les membres de la famille, presque pas de chaises. Les conditions de travail restent également difficiles. Contraint à produire sans cesse davantage, à une cadence de plus en plus accélérée, l'ouvrier voit la journée de 7 heures pendant 6 jours remplacée par celle de 8 heures pendant 7 jours. L'intelligentsia compte en 1941 près de 14 millions de membres dont un tiers de femmes. Il ne s'agit pas seulement d'intellectuels mais de tous ceux dont les activités assurent la gestion de l'État. Cette nouvelle élite est la seule catégorie sociale à jouir d'un certain nombre de privilèges de fonction, salaires plus élevés, rations alimentaires préférentielles, logements avec plusieurs pièces et une cuisine. En conclusion, à partir de 1928, Staline engage l'Union des républiques socialistes soviétiques dans la voie de l'industrialisation fondée sur la planification et la collectivisation des terres pour en faire une grande puissance économique. Cette modernisation économique à marche forcée s'accompagne de la mise en place de la dictature de Staline, fondée sur des épurations successives, la terreur généralisée et le culte du dictateur. Mais, en dépit de sa volonté d'apparaître comme une société sans classe, elle ne parvient pas à réaliser l'égalité. Alors que les paysans sont sacrifiés et les ouvriers soumis à une discipline rigoureuse, l'intelligentsia se constitue en groupe privilégié.